Un instant où Michael Patterson posa ses 2,35 $ sur le comptoir glacé de Maria's Diner, personne dans la salle ne se doutait qu'un simple café manqué allait déclencher quelque chose de si puissant que, des années plus tard, les habitants de Carmel en parleraient encore comme d'un matin où la dignité d'un homme avait été arrachée au bord du néant. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un vétéran sans abri, ce n'était pas seulement l'histoire d'un refus, c'était l'histoire de 15 sangs, 15 misérables sangs, qui allaient révéler, en quelques minutes, le meilleur et le pire de l'âme humaine. Ce samedi de mars 2017, Carmel, Californie, s'était réveillé sous un ciel gris et bas. Le brouillard roulait lentement depuis l'océan, enveloppant Ocean Avenue dans une humidité froide qui s'infiltrait jusque dans les eaux. Les passants pressaient le pas, le col relevé, les mains dans les poches. Mais à l'intérieur de Maria's Diner, la chaleur formait un autre monde. Derrière les vitres légèrement embuées, la lumière jaune des suspensions tombait doucement sur les tables en stratifié, les banquettes en vinyle rouge et le comptoir étroit aligné de 8 tabourets chromés. L'air sentait le café noir, le bacon grillé, le beurre chaud et les toasts tout juste sortis du grille-pain. Depuis 32 ans, cet endroit n'avait rien d'élégant, rien de luxueux. Pourtant, pour les habitants de Carmel, il représentait plus qu'un restaurant. C'était un refuge, une habitude, un petit morceau de stabilité dans un monde qui changeait trop vite. Ce matin-là, la salle était à moitié remplie. Un couple partageait des pancakes encore fumants. Une femme âgée, concentrée derrière ses lunettes, noircissait une grille de mots croisés. 2 habitués lisaient le journal sans presque lever les yeux. Et dans la banquette du coin, près de la fenêtre, un homme âgé lisait tranquillement le Monterey Herald en terminant des œufs brouillés. Personne ne l'avait vraiment remarqué. Personne n'avait encore compris qu'il s'agissait de Clint Eastwood. Il portait une veste simple, des vêtements ordinaires, et cette manière silencieuse de se fondre dans le décor que seuls les hommes ayant vécu 1000 vies savent encore maîtriser. À quelques mètres de là, de l'autre côté de la vitre, un autre homme se tenait immobile sur le trottoir, comme si le froid avait fini par le figer. Son nom était Michael Patterson. Il avait 54 ans, mais en paraissait facilement 65. Son visage creusé portait les traces de nuits trop longues, de repas trop rares et de batailles intérieures jamais terminées. Sa barbe mal taillée, ses vêtements usés, ses chaussures fatiguées et son sac à dos élimé racontaient une vie qui avait glissé lentement hors des rails. Sur sa tête, une casquette verte délavée attirait pourtant l'œil. Vietnam vétérane. Michael vivait dans la rue depuis 3 ans. 3 années passées à dormir dans des entrées d'immeubles, sous des avancées de toit, dans des coins assez discrets pour ne pas être chassé avant l'aube. 3 années à lutter contre un passé qui ne cessait jamais de revenir. Le Vietnam ne l'avait jamais vraiment quitté. Il s'était contenté d'attendre, caché quelque part derrière ses yeux, jusqu'au jour où le divorce, la perte de son emploi, la solitude et une dépression non soignée avaient fini par faire sauter le dernier verrou. Depuis, Michael avançait dans la ville comme une ombre. Il parlait peu. Il demandait rarement quoi que ce soit. Il avait appris qu'il valait parfois mieux avoir faim que d'endurer certains regards. Mais ce matin-là, quelque chose en lui avait cédé. Depuis 2 semaines, il ramassait chaque pièce trouvée sur son chemin avec une patience presque sacrée. Un quarter oublié dans un parc-mètre, un dime abandonné près d'un trottoir, un nickel coincé sous un distributeur. Chaque pièce était devenue une petite victoire contre l'effacement. Pas pour acheter de l'alcool, pas pour survivre un jour de plus, pour un café, juste un café.
1 heure au chaud, une chaise, une table, le droit de ne pas être dehors pendant 60 minutes. Michael ouvrit sa main une nouvelle fois. Les pièces froides reposaient dans sa paume creusée. Il les compta lentement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Toujours le même résultat. 2,35 $. Il leva les yeux vers la carte affichée derrière la vitre. Café, 2,50 $. 15 cents. 15 cents seulement. Une somme si ridicule qu'elle semblait presque insultante. Et pourtant, ce matin-là, elle représentait un mur. Michael resta là un long moment, la gorge sèche, les épaules rentrées sous le froid, à refaire le calcul comme si les chiffres pouvaient changer sous l'effet du désespoir. Derrière la vitre, il voyait les gens rire, manger, se réchauffer, exister. Il voyait la vie normale à portée de main, séparée de lui par une porte, une règle. Et 15 cents. Il pensa à repartir. Il pensa à ravaler sa faim, à retourner vers son coin de trottoir, à faire comme d'habitude, disparaître. Mais quelque chose dans la chaleur de cette salle, dans l'odeur du café, dans le souvenir lointain de ce que cela faisait d'être encore un homme parmi les autres, l'empêcha de tourner les talons. Alors il inspira profondément, redressa un peu le dos, serra ses pièces dans sa main et poussa enfin la porte du dîner. La petite cloche suspendue au-dessus de l'entrée tinta doucement. Plusieurs têtes se levèrent en même temps. En 1 seconde, la chaleur du lieu changea de nature. Les conversations ralentirent. Les regards se croisèrent. Michael sentit immédiatement cette vieille sensation lui traverser la poitrine. Celle d'être vu, mais pas vraiment regardé comme un être humain. Il avança pourtant jusqu'au comptoir, où Carole, la gérante, se tenait près de la caisse. Il s'arrêta devant elle, avala difficilement sa salive, puis parla d'une voix basse, presque trop digne pour quelqu'un qui n'avait plus rien. « Excusez-moi, madame. Excusez-moi, madame. » La voix de Michael Patterson n'avait rien d'agressif, rien d'insistant. C'était une voix presque effacée, usée par les années de silence et par cette étrange honte que la pauvreté finit par déposer sur les épaules des hommes les plus fiers. Il ouvrit lentement sa main devant Carole, révélant les pièces soigneusement alignées dans sa paume, comme s'il présentait quelque chose de fragile. Le café coûte 2,50 $, et moi, j'ai 2,35 $. Je sais qu'il me manque 15 cents, mais je voulais vous demander s'il serait possible d'avoir juste un café. C'est tout ce que j'ai. Pendant 1 seconde, le temps sembla se suspendre dans Maria's Diner. Carole regarda les pièces, puis Michael, puis de nouveau les pièces. Elle n'était pas une femme cruelle. Elle avait passé des années derrière ce comptoir, à servir des ouvriers, des touristes, des habitués, des familles fatiguées et des solitaires silencieux. Mais il existe des moments où les règles prennent la place du cœur avant même qu'on s'en rende compte. « Nous avons une politique », répondit-elle finalement, la voix sèche sans être dure. « Pas d'argent, pas de service. Je suis désolé. » Les mots tombèrent avec une simplicité presque banale. Et pourtant, dans le regard de Michael, ils eurent l'effet d'un coup porté en plein sternum. Il n'argumenta pas. Il ne supplia pas. Il ne baissa même pas la tête. Il hocha simplement 1 fois, comme un homme qui avait déjà trop souvent appris à encaisser sans bruit. « Je comprends, » dit-il doucement. « Merci quand même. » Puis il se retourna vers la porte. Ce fut à cet instant précis que le silence envahit entièrement la salle. Les fourchettes cessèrent de bouger. Le couple aux pancakes ne mangeait plus. La femme aux mots croisés avait posé son stylo. Même les lecteurs de journaux
ne faisait plus semblant de ne rien entendre. Il y avait dans l'air quelque chose d'invisible mais d'écrasant. Cette gêne collective que les gens ressentent lorsqu'ils viennent d'assister à une petite injustice trop réelle pour être ignorée, mais trop ordinaire pour provoquer immédiatement une révolte. Dans la banquette du coin, près de la fenêtre, Clint Eastwood avait cessé de lire. Son journal était resté ouvert devant lui, mais ses yeux s'étaient levés au moment exact où Michael avait prononcé les mots « C'est tout ce que j'ai ». Clint avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Trop de visages, trop d'hommes cabossés par la guerre, par le temps, par la solitude. Il n'avait pas besoin d'entendre toute l'histoire pour reconnaître ce qu'il avait devant lui. Il avait vu la casquette de vétéran du Vietnam. Il avait vu la manière dont Michael se tenait, droite malgré l'humiliation, comme si quelque chose en lui refusait encore de s'effondrer devant des inconnus. Il avait surtout vu cette chose que peu de gens remarquent encore chez les hommes brisés. La dignité. Michael fit un pas vers la sortie, puis un autre. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la porte quand une voix grave, calme, traversa la salle. « Monsieur ». Michael s'arrêta. Il se retourna lentement. « Excusez-moi, monsieur ». Tous les regards convergèrent vers la même direction. L'homme assis dans la banquette du coin venait de se lever. Clint Eastwood posa son journal sur la table, ajusta légèrement sa veste et marcha vers Michael avec cette sobriété presque désarmante des hommes qui n'ont jamais eu besoin d'élever la voix pour être entendus. Michael le regarda approcher sans le reconnaître pleinement. Il savait seulement qu'il y avait dans sa présence quelque chose de solide, de rassurant, presque ancien. Clint s'arrêta devant lui, à une distance respectueuse. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, » dit-il. « Vous vouliez juste un café ?» Michael serra encore ses pièces dans sa main. « Oui, monsieur. Mais ce n'est pas grave, je comprends. » Ils ont une politique. Clint tourna légèrement la tête vers le comptoir, puis revint à Michael. « Ils ont effectivement une politique, » répondit-il. Puis après un léger silence, « Mais pas moi. » La phrase tomba dans la salle avec la précision d'une lame. Personne ne bougea. Personne ne parla. Clint poursuivit, toujours avec cette simplicité désarmante. « J'étais justement en train de prendre mon petit déjeuner seul. Et pour être honnête, j'aimerais bien avoir un peu de compagnie. Est-ce que vous accepteriez de vous asseoir avec moi ?» Michael cligna des yeux, comme s'il n'était pas certain d'avoir bien entendu. « Je n'ai pas d'argent pour un petit déjeuner. »« Je ne vous demande pas de payer, » répondit Clint. « Je vous invite. » Michael resta figé. Pendant un instant, son visage passa par toutes les émotions possibles. La méfiance, la confusion, la peur d'être humilié une seconde fois, puis cette hésitation douloureuse propre aux gens qui ont oublié ce que cela fait d'être accueillis quelque part. « Vous voulez que je mange avec vous ?» demanda-t-il enfin, presque dans un souffle. Clint esquissa un sourire discret. « Si vous êtes d'accord, oui. Et je vous préviens, je suis une compagnie convenable. Mais le café ici est encore meilleur que moi. » Quelques rires nerveux s'échappèrent dans la salle, comme si tout le monde venait enfin de reprendre sa respiration. Mais l'émotion, elle, restait suspendue partout. Carole fit un pas en avant, visiblement mal à l'aise. « Monsieur, je ne pense pas que… » Clint se tourna vers elle. Il ne haussa pas le ton. Il ne fronça pas les sourcils. Il ne fit aucun geste théâtral. Pourtant, quelque chose dans son regard la fit s'arrêter net. « J'invite ce monsieur à partager mon petit déjeuner, » dit-il calmement. « Je paierai les 2 repas. Est-ce acceptable ?» Carole hésita une seconde de trop, puis acquiesça. « Oui, bien sûr. » Clint reporta toute son attention sur Michael, comme si le reste du monde venait de disparaître. « Alors ?» demanda-t-il doucement.
Vous me faites cet honneur. Ce mot, honneur, frappa Michael plus fort que tout le reste. Pendant 3 ans, la vie lui avait appris qu'il était devenu un problème, une gêne, un décor qu'on préfère éviter du regard. Et voilà qu'un inconnu, devant toute une salle, lui parlait comme à un homme dont la présence avait encore de la valeur. Les lèvres de Michael tremblèrent légèrement. Ses yeux se remplirent d'eau avant même qu'il puisse les retenir. Il détourna le regard une fraction de seconde, honteux d'être vu ainsi, puis hocha lentement la tête. « Oui, monsieur, » murmura-t-il. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Clint inclina la tête avec une sorte de respect silencieux, puis tendit la main vers la banquette du coin. « Après vous. » Michael traversa la salle comme dans un rêve. Chaque pas lui semblait irréel. Il sentit des regards sur lui, mais cette fois, ce n'étaient plus les mêmes. Ce n'était plus la distance froide réservée aux hommes qu'on évite. C'était autre chose. Une forme de reconnaissance. Une humanité revenue trop vite pour être comprise. Il s'assit face à la fenêtre, exactement là où, quelques minutes plus tôt, il se tenait dehors, dans le froid, à compter des pièces. Le contraste était presque cruel. D'un côté de la vitre, il était invisible. De l'autre, il redevenait quelqu'un. Clint s'installa en face de lui, posa ses mains sur la table, puis tendit la droite avec simplicité. « Je m'appelle Clint. » Michael regarda cette main quelques secondes avant de la saisir. Elle était chaude, ferme, réelle. « Michael, » répondit-il, la gorge serrée. « Michael Patterson. » Clint hocha la tête. Son regard tomba sur la casquette verte usée. « Vietnam ?» demanda-t-il doucement. Michael toucha instinctivement la visière. « Oui, monsieur. Armée. 68 à 70. » Clint lui regarda alors d'une manière qui fit vaciller quelque chose de profondément enfoui en lui. Non pas avec pitié, mais avec respect. « Alors merci pour votre service, Michael. » Et ce fut à cet instant, plus qu'au moment du refus, plus qu'au moment de l'invitation, que Michael sentit réellement ses défenses céder. Parce qu'après 3 années à survivre dans les marges, quelqu'un venait enfin de lui parler comme à un homme qui comptait encore. Michael baissa les yeux un instant, incapable de répondre tout de suite. Il serra sa casquette entre ses doigts, comme si elle contenait encore les dernières preuves qu'il avait un jour appartenu à quelque chose de plus grand que la rue. « Merci, monsieur », finit-il par murmurer. Sa voix était cassée, presque engloutie par l'émotion. À cet instant, Sarah s'approcha de la table. Elle paraissait nerveuse, comme si elle avait peur de mal faire le moindre geste. Clint, lui, conserva ce calme presque irréel qui transformait toute la scène en quelque chose de simple, presque naturel. « Sarah, apportez-nous 2 cafés, s'il vous plaît. Et ensuite, je vais prendre comme d'habitude. » Puis il tourna la tête vers Michael. « Et pour vous ?» Michael prit le menu avec précaution, comme s'il touchait un objet venu d'un autre monde. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas choisi un repas assis à une table. 3 ans qu'il mangeait ce qu'il trouvait, quand il trouvait quelque chose. Les mots sur la carte semblaient presque trop nombreux, trop riches, trop éloignés de sa réalité. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. Clint lui sourit sans la moindre trace d'impatience. « Le petit déjeuner spécial est excellent. Œufs, bacon, pommes de terre sautées, toast. Vous ne pouvez pas vous tromper avec ça. » Michael avala difficilement sa salive. « Ça a l'air merveilleux. » « Alors 2 petits déjeuners spéciaux, » conclut Clint. Quand Sarah s'éloigna, un changement subtil parcourut Maria's Diner. Comme si quelque chose venait de se fissurer dans l'atmosphère. La femme aux mots croisés se leva la première. Elle s'approcha de la table avec une hésitation émue. « Excusez-moi,
Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Monsieur Patterson, merci pour votre service. Est-ce que je pourrais payer votre déjeuner aussi? Je laisserai l'argent à la serveuse. Michael la regarda, abasourdi. Madame, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je sais, répondit-elle avec douceur. Mais j'en ai envie. Puis un homme d'une autre table s'approcha. Je prends son dîner ce soir. Ensuite un autre. Moi je couvre son petit déjeuner de demain. Puis un autre encore. Je paierai son déjeuner demain. Et encore un autre. En moins de 5 minutes, 12 personnes différentes s'étaient approchées de la table. Certaines glissèrent des billets à Sarah, d'autres déposèrent de l'argent près de la caisse. Tous donnaient pour la même raison. Pour Michael. Pour aujourd'hui. Pour demain. Pour un peu plus loin que la fin immédiate. Michael restait assis, immobile, les mains tremblantes, les yeux rougis. Lui qui s'était habitué à devenir invisible, assistait soudain à l'inverse exact de la rue. Des inconnus qui le voyaient réellement. Clint, en face de lui, ne disait presque rien. Il se contentait de boire son café avec un léger sourire, comme s'il savait que certaines bontés n'ont pas besoin d'être commentées. Lorsque les assiettes arrivèrent, Michael les fixa longtemps. Les œufs fumaient encore. Le bacon brillait légèrement sous la chaleur. Les pommes de terre dégageaient une odeur simple et presque insupportablement humaine. Pendant une seconde, il sembla incapable de commencer. Alors Clint inclina doucement la tête. « Allez-y, mangez. » Michael prit sa fourchette d'une main instable. Il goûta une première bouchée, puis une deuxième. Puis, il se mit à manger, avec cette urgence silencieuse, propre à ceux qui ont trop longtemps attendu avant de pouvoir enfin relâcher la peur du manque. Clint le laissa manger sans le brusquer. Puis, au bout de quelques minutes, il lui posa des questions simples. Où il avait servi, ce qu'il faisait là-bas, ce qui avait été le plus difficile après le retour. Michael répondit avec des phrases courtes d'abord, puis un peu plus longues. Da Nang, observateur avancé, la jungle, l'artillerie, les nuits où le corps rentre, mais où l'esprit reste coincé ailleurs pendant des décennies. Clint n'essaya jamais de fouiller ses blessures. Il écoutait seulement, avec cette attention rare qui permet à un homme de parler sans se sentir disséqué. Au milieu du repas, un homme d'une quarantaine d'années s'approcha avec son fils adolescent. Il hésita avant de parler. « Monsieur Eastwood », plusieurs clients tournèrent la tête presque au même instant. Le nom venait de faire tomber le voile. Des regards élargis, des murmures étouffés, des respirations suspendues. L'homme dans la banquette du coin n'était pas seulement un vieil habitué discret. C'était Clint Eastwood. Mais Clint ne sembla pas s'en soucier. « Oui ?» demanda-t-il simplement. « Mon fils et moi, nous voulions aider aussi. Est-ce qu'on pourrait lui donner directement ?» Clint tourna le regard vers Michael, qui hocha timidement la tête. L'homme lui tendit un billet de $100. « Merci pour votre service, monsieur. Utilisez-le pour ce dont vous avez besoin. » Puis son fils, qui n'avait pas plus de 15 ans, sortit un billet de $20 de son portefeuille et le posa à son tour devant Michael. « Merci d'avoir servi notre pays. » Ce geste-là fut celui qui brisa quelque chose de définitif chez Michael. Parce qu'un adolescent, un garçon qui ne lui devait rien, venait de lui offrir non seulement de l'argent, mais une forme de respect que la vie lui avait retiré depuis longtemps. Michael essaya de parler. Aucun mot ne sortit. Il se contenta de hocher la tête, les larmes coulant sans retenue. Après le départ du père et du fils, il regarda l'argent dans sa main. $120. Plus d'argent qu'il n'en avait tenu en une seule fois depuis 3 ans. « Je ne comprends pas, » murmura-t-il. « Pourquoi tout le monde est si gentil ?» Clint posa calmement sa tasse.
parce que vous êtes entré ici avec dignité, parce que vous avez demandé sans exiger, parce que les gens reconnaissent parfois, même tardivement, quelqu'un qui mérite mieux que ce que la vie lui a donné. Ils terminèrent leur petit déjeuner en silence. Puis Clint paya l'addition, laissa un pourboire généreux et sortit lentement son portefeuille. Il en retira 5 billets de $100 et les glissa vers Michael. Celui-ci recula presque physiquement. « Non, je ne peux pas accepter ça. » Clint secoua la tête. « Si, vous pouvez. Et vous allez le faire. Ce n'est pas de la charité. C'est un vétéran qui en aide un autre. Prenez une chambre ce soir. Achetez des vêtements propres. Reposez-vous. Recommencez quelque part. » Michael fixa les billets comme s'ils étaient irréels. $500. Le genre de somme qui, pour beaucoup, disparaît en un dîner banal. Pour lui, c'était peut-être la première marche vers le retour à une vie humaine. « Je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien. Promettez-moi seulement une chose. » Michael releva les yeux. « Reprenez-vous et revenez demain matin. » Michael laissa échapper un rire tremblant à travers ses larmes. « Oui, monsieur, je reviendrai. » Au moment où ils se levèrent, Carol s'approcha d'eux, visiblement bouleversée. « Michael, je suis désolé. Ce matin, je vous ai refusé pour 15 cents. » Michael voulut minimiser, mais elle leva légèrement la main. « Non, j'avais tort. J'appliquais une règle qui avait oublié ce qu'est un être humain. » Sans attendre davantage, elle prit un marqueur, se dirigea vers la vitre du restaurant et accrocha une feuille blanche près des horaires. En lettres épaisses, elle écrivit « Si vous avez faim et que vous ne pouvez pas payer, entrez quand même. Nous trouverons une solution. » Cette feuille, ce matin-là, ne changea pas seulement l'atmosphère du dîner. Elle changea une trajectoire. Avec l'argent réuni ce jour-là, les contributions des clients, les $120 du père et du fils, les $500 de Clint, Michael quitta la rue dès la semaine suivante. Motel modeste, douche chaude, vêtements propres, coupe de cheveux. Puis, grâce à un appel discret de Clint à un ami dans la construction, un entretien. Ensuite, un travail. Pas un miracle hollywoodien, pas une fortune. Juste du travail honnête, dur, fatigant, réel. Le genre de travail qui remet lentement un homme debout. Un mois plus tard, Michael avait assez pour la caution d'un petit studio. 4 murs, un lit, une porte qui se ferme. 3 mois plus tard, il n'était plus sans abri. Mais le plus important ne fut pas ce qu'il reçut ce matin-là. Ce fut ce qu'il décida d'en faire ensuite. Chaque samedi, Michael retourna au Maria's Diner. Toujours la même banquette. Toujours près de la fenêtre. Toujours le petit déjeuner spécial. Parfois Clint était là aussi, et ils lisaient le journal comme 2 hommes ordinaires, sans jamais reparler de ce qui s'était passé. Pourtant, Michael n'oublia jamais. Et un jour, il commença à observer les mains. Les mains qui comptent les pièces. Les mains qui hésitent avant de demander. Les mains qui tremblent devant une addition trop petite pour le monde, mais trop grande pour une vie cassée. Alors, chaque fois qu'il voyait quelqu'un dans ce cas, il disait discrètement à la serveuse « Je prends sa note ». 1 fois, puis 2, puis 10, puis des centaines. Au fil des années, Michael Patterson paya les repas de plus de 300 personnes. Pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il savait exactement ce que 1500 peuvent voler à un homme. Et ce qu'un simple siège à une table peut lui rendre. Aujourd'hui encore, à Carmel, certains samedis matins, si vous passez devant Maria's Diner et regardez à travers la vitre embuée, vous pourriez voir un homme âgé, portant une vieille casquette verte de vétéran du Vietnam, assis à la banquette du coin, un café chaud devant lui, le journal ouvert entre ses mains. Et si vous l'observez bien, vous remarquerez peut-être
qui jette parfois un regard discret vers la porte, comme s'il attendait quelqu'un. Non pas parce qu'il a encore besoin d'être sauvé, mais parce qu'il sait qu'à tout moment, un autre homme peut entrer avec trop peu d'argent, trop de silence dans les yeux, et le cœur au bord de l'effondrement. Et ce jour-là, avant même qu'on lui dise non, Michael Patterson sera déjà prêt à lui rendre ce qu'un matin de brouillard lui a sauvé pour toujours. Sa place parmi les êtres humains.